Le groupe G comprend le Brésil, la Suisse, la Serbie et le Cameroun. Et un peu comme le groupe D de cette Coupe du Monde, ce groupe G ressemble fortement au groupe E de la Coupe du Monde 2018. La Suisse, la Serbie et le Brésil s'étaient déjà retrouvés ensemble et s'étaient alors conclus sur une qualification du Brésil juste devant la Suisse. A voir si les rapports de force ont évolué en 4 ans. Pour cette édition, le Cameroun fait même son grand retour pour une Coupe du Monde après avoir raté celle de 2018. Et on se souvient très bien qu'en termes de confrontation, l'équipe africaine avait déjà eu le plaisir de jouer contre le Brésil en 1994, puis plus récemment en 2014, mais c'était malheureusement soldé par 2 défaites puissantes. Pour le premier match de ce groupe G, la Suisse affrontera directement le Cameroun le 24 novembre, alors que la Serbie et le Brésil joueront un peu plus tard dans la journée. Bien avant cela, sous le régime yougoslave, la nation fédérale comptait parmi les meilleures équipes du monde. Avec un jeu très physique, elle atteint même les demi-finales à 2 reprises en 1930 et en 1962. Le contexte politique autour de la nation a eu un impact négatif à partir des années 90, avec une perte de joueurs considérable et des exclusions de toute compétition sportive. Sur ce, depuis son indépendance avec le Monténégro en 2006, elle a encore du mal à exister en Coupe européenne, mais qui compte quand même déjà 2 participations pour la Coupe du Monde en 2010 et en 2018. Aujourd'hui, la nation tente de se faire une place parmi l'élite du football mondial avec des joueurs de classe mondiale comme Tadic, Vlahovic ou encore Milinkovic-Savic, pour être classée à la 21e place au classement FIFA. Pour se qualifier, la Serbie a sorti les grands moyens. En effet, dans ce groupe A à 5 équipes, avec le Portugal, l'Irlande ou encore le Luxembourg, la Serbie est de suite rentrée dans ses éliminatoires avec un Mitrovic en feu. Une première victoire 3-2 à domicile contre l'Irlande et un match nul accroché 2-2 contre le Portugal après un premier scandale arbitral sur un but refusé pour Cristiano Ronaldo. La Serbie poursuit alors son duel à distance avec les Portugais. Les 2 nations feront alors match nul contre l'Irlande avant de se retrouver du côté de Lisbonne pour la finale de ce groupe. Après un premier but de Renato Sanchez, la Serbie pousse devant les cages de Rui Patricio jusqu'à un but victorieux de Mitrovic à la 90e minute qui envoie l'équipe vers Qatar. Ancien joueur passé du côté de Belgrade puis de Marseille, Dragan Stojkovic a continué sa carrière d'entraîneur au Japon puis en Chine avant de prendre les rênes de la sélection serbe en 2021. Malgré un seul titre remporté en J1 japonaise en 2000, Stojkovic reste un personnage unique en son genre, avec une volonté réelle de contrôler l'ensemble des états de forme de ses joueurs. Il est très patient avec eux et tente vraiment de cerner la personnalité de chacun pour être sûr qu'il puisse exécuter à la perfection ce qu'il demande. En participant à sa première Coupe du Monde sur un banc de touche, il va pouvoir montrer ce qu'il vaut. Il est fort à parier que la Serbie devrait évoluer en 3-5-2 de manière à garder la mainmise sur l'axe du jeu et en utilisant la vitesse des pistons pour créer la supériorité numérique en phase offensive. La montée des pistons oblige même la présence du double pivot comme Ilic pour statuer une présence derrière, mais aussi permettre à des créateurs comme Milinkovic-Savic ou Tadic de porter le ballon vers l'avant. L'idée est de créer une présence permanente dans la surface adverse et d'user de la qualité de centre pour trouver un grand joueur dans la surface. Avec la présence physique de Vlahovic ou Mitrovic, les buts peuvent facilement arriver. La Serbie dispose de nombreux éléments qui pourraient briller en novembre prochain. Sur le côté gauche, Filip Kostic est le dynamiteur du jeu. Il peut accélérer, dribbler et asséner un centre précis dans la surface. Il est tellement imprévisible qu'il peut se faire oublier et marquer sur un centre venu du côté opposé. Au milieu centre, Sergej Milinkovic-Savic possède de nombreuses qualités. Puissance et physique, il allie ces 2 qualités pour conserver la balle sous la pression. Il est ce joueur capable de garder la balle sur plusieurs mètres et de construire le jeu à sa façon. Et sans le ballon, son imposant physique impressionne pour effectuer un pressing bienveillant et freiner les attaques adverses.
Plutôt discret du côté de l'Ajax, Dusan Tadic est pourtant cet élément indispensable dans le jeu collectif. Il est devenu ce meneur capable de se projeter directement vers l'avant et de faire jouer l'ensemble de ses partenaires. Il distribue le jeu comme il le souhaite et garde un contrôle direct sur ce qui se passe autour de lui. Devant, Mitrovic a été l'homme des qualifications, avec notamment 8 buts inscrits. Sa qualité de pivot et son excellent jeu de tête sont de véritables armes offensives. Il se bat volontiers sur tous les ballons jusqu'à ce qu'il puisse prendre l'avantage pour son équipe. Enfin, l'un des artilleurs de l'armada offensive serbe est bien entendu Dusan Vlahovic. Révélé par la Fiorentina, il fait actuellement les beaux jours de la Juventus. De par son physique imposant, il assure un marquage sur les deux défenseurs et peut alors recevoir le ballon directement dans la surface. Sa qualité de contrôle vers l'avant fait le reste et il est capable de marquer dans n'importe quelle situation. Il sera véritablement le danger numéro 1 à suivre. Avec les joueurs cités précédemment, l'aspect offensif est une véritable qualité de la sélection serbe. Le danger peut survenir de partout et le physique de certains peut facilement aider sur les duels aériens. À voir s'ils seront efficaces face au bloc solidaire brésilien ou suisse. D'ailleurs, dans les résultats présents en Ligue B de la Ligue des Nations, la Serbie a pris le dessus sur des nations comme la Norvège ou la Suède. La nation prouve qu'elle peut battre n'importe qui et que l'adversité ne sera pas un problème. Attention car on a encore un petit peu du mal à les juger dans des compétitions internationales. Ils n'ont pas joué un seul Euro depuis l'édition de 2000 et ils restent sur un bilan très mitigé lors de la Coupe du Monde 2018 avec des défaites contre les mêmes Brésiliens ou même la Suisse, qu'ils devront rejouer en novembre prochain. Après avoir obligé les Portugais à passer par la phase des barrages, la Serbie est encore plus attendue pour être cet outsider pour le prochain mondial. Mais la réalité est de savoir s'ils pourront s'ouvrir des occasions contre les autres nations de ce groupe G. À eux de trouver l'équilibre entre l'attaque et la défense et de se replacer rapidement quand l'opposant a le ballon. Avec de telles qualités individuelles, la Serbie garde ses chances. Leur année 2022 a très mal démarré, aussi bien en match amical qu'en Ligue des Nations. La Suisse se fait surprendre par le Portugal et encore l'Espagne. Néanmoins, en Coupe du Monde, la Nati fait partie des habitués. Ils parviennent toujours à se hisser pour les phases finales et embêter les meilleurs. Leur belle 15e place à la FIFA les conforte une nouvelle fois à un statut de outsider. Par ailleurs, leur histoire en Coupe du Monde ne débute pas d'hier, ils en sont déjà à leur 12e participation. Bien qu'ils atteignent les quarts de finale à 3 reprises en 1934, 1938 et 1958, la Suisse est notamment réputée pour être une équipe qui reste bloquée en 8e de finale sans véritablement passer un cap. Lors du dernier Euro, ils avaient créé la sensation en remontant leur retard de 2 buts sur l'équipe de France avant de les éliminer au pénalty. Et s'ils s'appuyaient sur cette victoire pour aller le plus loin possible pour la prochaine Coupe du Monde. Dans un groupe très relevé avec la Bulgarie, l'Irlande du Nord mais surtout l'Italie, les derniers champions d'Europe en titre, la Suisse ne partait pas favori dès le départ. Malgré un match nul contre l'Irlande du Nord, elle tient tête une première fois aux Italiens à domicile 0-0. Dans les autres matchs, sans pour autant flamber, elle conserve les 3 points qui leur sera précieux pour la suite. Le match retour contre l'Italie est alors à fort enjeu. Whitmer va d'abord marquer avant que Di Lorenzo égalise. Finalement, le dernier penalty raté de Jorginho en fin de match donne une nouvelle chance aux Suisses de directement se qualifier pour le mondial aux dépens de leur adversaire du soir. Murat Yakin connaît très bien la Suisse puisqu'il a joué en tant que joueur professionnel puis a officié du côté du FC Bâle en tant que coach principal. Avec plus ou moins de réussite, il remporte par 2 fois le championnat suisse en 2013 puis en 2014. Suite à ça, il se perd un peu en chemin en tenant des expériences en Russie ou en assurant des courts passages dans d'autres clubs suisses. C'est finalement en 2021, juste après l'Euro, entraîné alors par Petkovic, que Yakin prend la direction de la Nati. Son côté managérial est très strict, il a un fort caractère et il attend beaucoup de la part de son effectif. Il s'adapte facilement au jeu et a une idée claire de ce qu'il veut réaliser sur un terrain. Son ambition est un atout qui peut amener n'importe quelle équipe entraînée à aller le plus loin possible.
Depuis que Yakin a pris les commandes de la Nati, le jeu se dirige vers un 4-2-3-1 avec une réelle volonté de garder un bloc bien axial et fermer les espaces pour les adversaires. Il laisse volontiers la possession de jeu aux autres équipes et tente de déborder en contre efficacement quand l'opportunité se présente. Ils sont difficilement bougeables derrière et le double pivot est toujours très complémentaire de la défense, quitte à ce que l'un des milieux se retrouve sur la même ligne que les 4 défenseurs. Devant, la puissance d'un Mbolo ou l'expérience d'un Shaqiri peut facilement faire l'affaire. Le gardien Yann Sommer est sûrement le gardien le plus sous-estimé de ces dernières années. Souvent oublié parmi les récompenses individuelles, Sommer n'en reste pas moins un excellent portier capable de sortir des arrêts réflexes de grande classe. Si la Suisse encaisse peu de buts, il le doit surtout grâce à lui. En défense, Ricardo Rodriguez sera chargé d'alimenter les côtés, alors que dans l'axe, on retrouvera une charnière Elvedi-Akanji. Ce dernier a été la surprise du dernier Mercato Citizens et a fait preuve de grande force mentale pour prendre le dessus sur ses opposants. Il est toujours très juste dans ses interventions et son calme lui permet de faire très peu de fautes. Au milieu de terrain, l'un des meilleurs joueurs actuellement qui est passé par beaucoup d'étapes dans sa carrière, Granit Xhaka, milieu relayeur défensif de grand, fait parler sa qualité balle au pied. Il est capable aussi bien de traverser tout le terrain avec le ballon que de lancer une passe en profondeur bien ajustée. Rajoutez à cela sa grosse frappe aux abords de la surface et vous avez là un des milieux de terrain les plus complets. A ses côtés, l'autre pivot sera Remo Freuler. Lui qui vient tout juste de débarquer à Nottingham Forest reste un milieu de terrain très complet et très fort dans ses interventions. Au milieu offensif, Xherdan Shaqiri est un habitué de la sélection. Sa polyvalence lui permet de jouer aussi bien dans l'axe que sur les côtés. Il est cet élément qui sert de connexion entre l'attaque et la défense. De plus, il reste très dynamique et il se sent toujours très dévoué lorsqu'il porte le maillot rouge suisse. Après avoir participé à de nombreuses compétitions internationales, il espère pouvoir briller à nouveau. Outre Okafor ou Itten, qui tous les deux grimpent en échelon du côté des attaquants, c'est bien le joueur de l'AS Monaco, Brel Mbolo, qui devra se charger de mettre des buts. Très complet, il use de son jeu d'épaule pour prendre le dessus et se retrouver en position favorable devant le but. Une des principales forces de la Suisse a toujours été sa qualité défensive. Depuis des années, ils sont très difficilement franchissables et ils sont capables de remporter aussi bien des duels au sol que des duels aériens. C'est toujours un casse-tête pour les attaquants adverses de trouver le bon espace dans le bon tempo. Malgré un début d'année compliqué, la Suisse reste sur 3 victoires de prestige contre le Portugal, l'Espagne et la République tchèque. De bon augure pour entamer la compétition dès novembre prochain. Alors oui, on peut valoriser l'aspect défensif, mais on a encore du mal à définir l'aspect offensif. Les attaques sont encore un petit peu brouillons et on a encore du mal à se trouver dans la surface. L'avant-centre a tendance à être un petit peu essolé et ne se retrouve pas toujours en position de cadrer. Dès sa prise de fonction, Yakin a perdu énormément de crédit, notamment en début d'année 2022, en ne réussissant pas à s'imposer contre d'autres nations comme la République tchèque ou le Kosovo. Il lui a alors fallu un temps d'adaptation pour remettre les pendules à l'heure en septembre 2022, pour enchaîner alors 3 victoires de prestige sur le Portugal, l'Espagne et même sur les Républiques tchèques en phase retour de la Ligue des Nations. Une dynamique encourageante qui devra servir pour entamer au mieux ce groupe G de la prochaine Coupe du Monde. Le Cameroun est le recordman africain de la compétition avec 7 participations au total. Leur première édition remonte à 1982 où sans perdre, ils enchaînent 3 matchs nuls lors de la première phase de groupe. Mais c'est surtout en 1990 que le Cameroun va détonner son monde sous le leadership de Roger Mila. Ils battent coup sur coup la Roumanie et surtout l'Argentine, futur finaliste de cette même édition. Ils vont alors jusqu'à éliminer la Colombie en 8e de finale avec un doublé de Roger Mila et emmèneront alors l'Angleterre de Gary Lineker en prolongation en quart de finale, qui sera finalement perdu 3-2. Ils deviennent alors la première nation africaine à se hisser en quart de finale de Coupe du Monde. Une véritable réussite pour cette génération qui a inspiré tant d'autres nations. Même si la suite est plus compliquée avec notamment 3 défaites coup sur coup en 2010 puis en 2014, le Cameroun reste un grand habitué de la compétition et espère faire mieux en 2022.
La qualification des Lions indomptables s'est faite en 2 parties, avec beaucoup de doutes et d'incertitudes. Ils tombent d'abord dans un groupe très relevé avec le Malawi, 8e de finaliste de la dernière CAN, la Mozambique, mais surtout la Côte d'Ivoire de Sébastien Haller. C'est d'ailleurs contre ces derniers que le Cameroun va perdre le 2e match du groupe, 2-1. Un score difficilement acceptable, mais qui garde des espoirs pour le match retour. Et lors de ce match crucial de la phase retour, Karl Toko Ekambi fustille les chances ivoiriennes et permet aux Camerounais d'aller en barrage. Et lors de ces matchs de barrage, le tirage leur donnera l'Algérie, champion d'Afrique en 2019 et véritable prétendant pour la qualification avec son armada offensive Belaïli, Slimani et Mahrez. D'ailleurs, les Fennecs vont prendre un avantage considérable sur la pelouse de Douala avec une tête de Slimani. Au retour dans la forteresse imprenable de Blida, le Cameroun va directement rattraper son retard par Choupo-Moting, obligeant les 2 équipes à jouer les prolongations. Le but de l'Algérie arrivera alors tardivement, mais pendant que Blida explose, dans un moment de déconcentration, limite considéré comme une faute professionnelle, Karl Toko Ekambi traverse la défense algérienne pour marquer le but du 2-1 et offrir une magnifique scène de qualification dans le stade des rivaux adverses. Rigobert Song a marqué la sélection camerounaise en tant que joueur. Le rugueux défenseur de l'époque s'est alors converti en entraîneur de la meilleure des manières. Très proche de ses racines, il reste proche de sa fédération, pour grimper palier en palier de la sélection jeune U23 à la sélection A en 2022, juste après la CAN. Il prend alors la succession de Tony Conceição, qui a échoué à remporter la CAN 2021 devant son public. Rigobert Song est un vaillant, dont la vie ne lui a pas toujours fait de cadeaux, mais qui a toujours réussi à se redresser dans le bon chemin. Il essaye d'être toujours positif dans son approche et de garder le contrôle de son groupe. Lui qui est fortement soutenu par le nouveau président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, sa nomination à quelques mois du mondial est quand même remis en doute par certains journalistes du pays. Ce sera alors à lui de répondre sur le terrain de la meilleure des manières. Le nouveau sélectionneur tente plusieurs approches différentes avant d'aborder la Coupe du Monde. Mais il est fort à parier qu'il va se diriger vers un 4-2-2-2 modulable en 4-3-3 selon les phases de position. Cela permet d'avoir une approche plus axiale et de laisser la main libre sur les ailiers Toko Ekambi ou Choupo-Moting. Dans les phases de construction, le jeu camerounais se veut alors plus direct, avec une réelle volonté de jouer vers l'avant. La présence de Zambo Anguissa dans l'entrejeu permet alors d'être ce fer de lance des offensives camerounaises. Ils usent de leur jeu physique pour s'imposer face à leur adversaire. Ils tenteront alors de faire unité pour prendre l'avantage aussi bien défensivement qu'offensivement. Dans les cages, de retour sur les terrains après avoir été banni en 2021, André Onana reste une référence à son poste. Lui qui alterne du temps de jeu avec Andalovic du côté de l'Inter, reste impeccable dans ses interventions et a le don de rassurer sur chacune des frappes adverses. Un petit peu devant, il y aura une charnière Nkoulou et Castelletto, épaulée par le latéral droit Colin Fay, révélation de la dernière CAN. De par sa vitesse, il est capable d'illuminer son côté par ses replacements rapides défensifs, mais aussi par sa volonté de toujours aller vers l'avant. Il a aussi démontré qu'il avait une pression de centre qui lui permet de trouver toujours un partenaire dans la surface. Milieu de terrain, Zambo Anguissa, sûrement le meilleur joueur camerounais en ce moment, démontre une véritable force de récupération. Il est toujours prêt à aller au pressing pour marquer à la culotte son adversaire. Il donne énormément du volume de jeu au milieu et est extrêmement précieux lorsqu'il s'agit de construire le jeu. Enfin, devant, il faut surtout faire confiance à la figure de cette sélection, le capitaine Vincent Aboubakar, qui du haut de ses 30 ans reste une véritable menace sur les cages adverses. Maxime Choupo-Moting est en pleine bourre du côté du Bayern de Munich. Il enchaîne but sur but et est capable d'évoluer sur n'importe quel flanc offensif de la sélection camerounaise. Son expérience et son mental sera important pour ouvrir le score lors de la prochaine Coupe du Monde. On n'oublierait pas aussi le héros, le buteur de la qualification camerounaise, Karl Toko Ekambi, qui malgré les critiques reste un bon joueur de contre, qui peut s'engouffrer dans les espaces et surprendre par une frappe croisée. À lui de rester motivé pendant les 90 minutes. Le Cameroun pourra s'appuyer sur cet état d'esprit solidaire, mais aussi sur leur ambition. La légende et aujourd'hui président de la fédération Samuel Eto'o a clairement souhaité que son équipe aille en finale de la Coupe du Monde.
Un speech surprenant, certes, mais qui a le mérite de pouvoir motiver son effectif. Le Cameroun reste sur une belle 3e place acquise lors de la dernière CAN, prouvant qu'ils savent gérer ce genre de grande compétition. Ils avaient aussi prouvé qu'ils savaient planter énormément de buts. Ils n'ont pas peur d'attaquer et de se livrer pour forcer le jeu en leur faveur. Mais il est vrai que le choix de changer de coach à quelques mois de la compétition est toujours un énorme risque. Cela peut déstabiliser la façon de jouer et de créer des problèmes dans le jeu collectif. Les 2 dernières défaites en matchs amicaux contre des équipes modestes comme le Ouzbékistan ou la Corée du Sud ne sont pas du tout rassurantes sur le plan comptable. Le coach est sûrement en train de chercher une solution, mais le temps passe rapidement et il sera peut-être trop tard. À voir maintenant si l'euphorie de jouer une Coupe du Monde va leur permettre de passer ce cap et d'aller chercher des résultats dans ce groupe G. Quand on pense football, on pense immédiatement au Brésil. La Seleção est sûrement l'équipe qui a su rester la plus régulière dans les résultats depuis la création de ce sport. Recordman du nombre de participations en Coupe du Monde et recordman du nombre de titres acquis. Le Brésil rime avec gestuelle, technicité, mais aussi Pelé. Seul joueur de l'histoire à avoir soulevé 3 fois le fameux trophée entre 1958 et 1970. Lui qui a pu éblouir son talent aux côtés des Garrincha, Didi ou encore Jairzinho est une véritable figure au pays. La relève dans les années 90 avec Il Fenomeno Ronaldo ou encore le technicien Ronaldinho va permettre au Brésil de porter le nombre de victoires à 5 après une victoire dominante 2-0 contre l'Allemagne en 2002. Et même si depuis, le Brésil a tendance à rester bloqué en quart de finale ou bien à être tout simplement humilié devant son propre public comme en 2014, la Seleção reste une équipe compétitrice qui espère renouer avec le succès en 2022. Dans les phases de qualification, le Brésil a souvent tendance à gérer leurs rencontres, aussi bien à domicile qu'à l'extérieur. Dès le départ, ils ont pris l'ascendant sur la Bolivie 5-0, puis le Pérou 4-2 ou encore l'Uruguay 2-0. C'est une équipe qui garde le jeu en main et qui se fait très rarement déborder derrière. Seuls 3 matchs nuls ont pu être notés contre la Colombie, l'Équateur ou encore l'Argentine. Mais dans l'ensemble, la qualification a été nettement assurée avec un total de 45 points, terminant alors premier avec la meilleure attaque et la meilleure défense. Des résultats qui leur ont même valu de prendre la première place au classement FIFA. Tite a eu une carrière d'entraîneur parsemée de succès dans les championnats locaux brésiliens. Après les succès avec Grêmio ou l'International, c'est bien avec les Corinthians qu'il va créer la sensation entre 2010 et 2016. Il soulève successivement 2 fois la Serie A brésilienne, la Copa Libertadores, mais surtout la Coupe du Monde des clubs de la FIFA en 2012 devant Chelsea, devenant à ce jour le dernier club non européen à avoir soulevé ce fameux trophée. Sa prise de fonction de la Seleção en 2016 sonne alors comme une évidence. Il rebâtit l'équipe à sa façon, n'hésitant pas à faire appel à des joueurs du championnat local. En dehors des terrains, Tite combine un management docile et amical avec une approche tactique ingénieuse. Son habileté à convaincre un groupe de jouer méticuleusement bien organisé fait partie de l'un de ses nombreux talents et exige que ses joueurs suivent ses plans à la perfection. La plupart des systèmes de jeu employés par Tite passent par la solidarité défensive. Il a souvent employé le 4-2-3-1 ou le 4-4-2 pour équilibrer son jeu. Mais l'accent est surtout mis sur la ligne de 4 défenseurs derrière, qui doivent jouer de manière coordonnée et toujours sur la même ligne. Cette règle leur permet d'être très efficaces derrière et d'obliger l'adversaire à être en position de hors-jeu. Ensuite, l'animation offensive dépend principalement du jeu de l'opposant. Si l'équipe en face a tendance à jouer en unité derrière, alors le schéma peut évoluer en 3-2-5 pour avoir le maximum de joueurs offensifs dans la surface et optimiser les centres en retrait aux abords de la surface. Sinon, dans le cas général, le jeu se joue dans une sorte de 4-3-3 avec 2 milieux offensifs comme Neymar et Paqueta qui se trouvent alors plus excentrés entre les lignes adverses pour avoir ainsi une liberté de mouvement et créer le danger dans le dernier tiers. Dans les cages,
impossible de ne pas citer Alisson Becker, l'un des meilleurs gardiens au monde qui démontre encore toute sa classe à Liverpool cette saison. Il réagit toujours très bien aux frappes adverses et est aussi l'un des meilleurs dans les duels remportés en 1 contre 1. Il dispose de réflexes de grande classe qui lui permet de toujours repousser le danger. Derrière dans la hiérarchie, Ederson, le portier de City, servira de doublure. En défense centrale, la liste est belle. Thiago Silva est toujours là pour apporter son expérience. Militao, connu pour ses interventions musclées mais toujours propre, sera aussi là. Mais c'est surtout Marquinhos, fidèle à son poste pour repousser le danger, aussi bien au sol que dans les airs. Il garde cette allure de défenseur athlétique pour bien se positionner et ralentir les attaques adverses. Au milieu défensif, Fabinho garde la confiance du sélectionneur. De même que les 2 autres joueurs mancuniens Fred et Casemiro. Ce dernier part avec un léger avantage de par son énorme volume de jeu apporté au milieu de terrain, mais aussi par ses tacles parfaitement maîtrisés pour récupérer la balle dans les meilleures conditions. Un petit peu devant, Lucas Paqueta serviront de mieux relayeurs pour aider les offensives. En attaque, la liste est longue. Sur les ailes, le Brésil peut compter sur la vivacité de dribble de Rafinha ou encore de Anthony. Mais le meilleur dans son domaine reste bien entendu Vinicius Junior, qui éclabousse de son talent au Real Madrid et qui combine vitesse d'exécution et dribble. Il s'est beaucoup amélioré dans le jeu collectif et devient un véritable tueur devant le but. Il peut prétendre à une place dans le 11 de départ, à condition d'être le plus régulier possible. Devant, on pourra compter sur le talent de Gabriel Jesus. Dans tous les cas, tous ces joueurs cités devront être épaulés par Neymar, serial buteur de la sélection qui combine toutes les qualités possibles d'un joueur offensif. Créateur, dribbleur, mais aussi provocateur. Le Parisien est capable du pire, mais surtout du meilleur pour dominer les débats dans le jeu. Il sera particulièrement attendu pour sa 3e participation à une Coupe du Monde. Le Brésil dispose de talents individuels dans tous les compartiments du jeu, et chaque poste est doublé à la perfection. Si je vous dis Alisson, Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Lodi, Casemiro, Paqueta, Rafinha, Vinicius, Neymar, et on peut également en rajouter davantage sur le banc de touche. Ces noms parlent à tout le monde et font déjà trembler toute l'Europe. Le Brésil s'est aussi beaucoup amélioré dans leur approche tactique et surtout dans l'aspect défensif. Au début des années 2010, on faisait surtout confiance aux qualités individuelles des joueurs. Aujourd'hui, on arrive à l'associer avec le jeu collectif. Et forcément, dans le jeu, c'est beaucoup plus plaisant à suivre et cela donne des résultats. Mais même si tout va bien en ce moment, le Brésil a souvent tendance à craquer si la situation ne va pas dans leur bonne direction. Récemment, contre l'Argentine, match 0-0, ils ont eu du mal à garder le pied sur le ballon et ont souvent contesté les décisions arbitrales. Ils peuvent sortir du match et craquer mentalement. À eux de trouver les ressources psychologiques pour rester concentrés tout au long du match. Le Brésil fait peur et fait partie des principaux favoris pour soulever la Coupe du Monde de Qatar. On sent une véritable cohésion de groupe et une véritable envie dans cet effectif. Depuis janvier 2020, le Brésil ne compte qu'une seule défaite, contre l'Argentine en finale de la Copa América. Des résultats qui prouvent alors une véritable force qui leur permet de remporter aisément tous leurs matchs. Le groupe est plus soudé que jamais pour décrocher une 6e étoile de leur histoire. Le groupe ressemble fortement à celui de 2018 et il se pourrait que le résultat final ressemble aussi à celui de 2018. Le Brésil a soif de revanche et a pour seul objectif de soulever une 6e Coupe du Monde de son histoire. La Serbie, bien que toujours surprenante en qualification, a encore du mal à surlever son niveau de jeu en grande compétition internationale. La Suisse quant à elle reste une grande habituée et ne déçoit jamais en phase de poule. Alors que le Cameroun, cela peut paraître un peu juste par rapport à ce qu'ils ont démontré récemment. Ainsi, le classement de ce groupe G sera 1er Brésil, 2e Suisse, 3e Serbie et 4e Cameroun.